toutes oui. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer les organisateurs de ce congrès, les remercier de m'avoir invité et vous remercier particulièrement de me donner l'occasion de vous parler de ces premiers résultats en ce qui concerne notre étude de Nancy. Alors, il me revient le rôle de vous parler cette fois-ci de recherche très fondamentale. Donc, ça va être un peu aride après ces deux discussions très intéressantes que nous avons eues sur des aspects beaucoup plus politiques. Mais ce sera peut-être aride, mais on va essayer quand même de rendre ça vivant. Mon propos se divisera en deux parties. D'abord, je vais vous présenter une étude assez vaste qui s'appelle le programme COSAMAP, qui est encore en cours actuellement. Et dans une deuxième partie, je vais vous présenter des résultats préliminaires que nous avons sur ce programme. Alors, je suis donc le troisième aujourd'hui à vous montrer des données épidémiologiques sur l'usage de cannabis en Europe et puis donc en France. Donc il n'y a pas de surprise, on sait désormais que le cannabis est une substance dont l'usage est très largement répandu. Mon propos, là, surtout, est de m'appuyer là-dessus pour dire, voilà, de toute façon, qu'on parle de pénalisation, dépénalisation, légalisation ou non, quoi qu'il arrive, c'est un fait de société. Actuellement, en France, en Europe, il y a des gens qui ont un usage de cannabis, il y en a beaucoup, et un certain nombre d'entre eux en ont même un usage régulier. En France, c'est 1,4 million d'usagers réguliers selon l'OFDT. Et à souligner, un certain nombre de ces usagers de cannabis sont des usagers qui sont jeunes. Wim van den Brick en a parlé tout à l'heure. Donc c'est un fait de société et la question est de savoir, voilà, ces usagers, on leur dit quoi ? Qu'est-ce qu'ils risquent ? Qu'est-ce qu'ils ne risquent pas ? Où ils en sont par rapport aux risques qu'ils prennent ? Les connaissances à propos du cannabis et de ce qui se passe quand on prend du cannabis dans le cerveau, eh bien, elles sont finalement assez récentes. La connaissance du système endocannabinoïde, elle est assez récente. Bon, maintenant, on sait tous que voilà, les cannabinoïdes, ils sont surtout actifs sur des récepteurs CB1 et CB2, qui sont en particulier présents dans l'encéphale. C'est pour ça que ça a un effet psychotomimétique, évidemment. C'est pour ça que ça a un effet psychotrope, de manière générale. Ils ont des ligands naturels, qui sont naturellement présents dans le cerveau. Donc, autrement dit, il y a un système de neurotransmission, le système endocannabinoïde, qui existe à l'état naturel dans notre cerveau. Et ce système de neurotransmission, globalement, les récepteurs CB1, ils sont situés en présynaptique. Ils sont situés en présynaptique et globalement, ils servent en quelque sorte de régulateurs de certaines synapses, comme les synapses glutamatergiques et les synapses GABAergiques. Ce qu'on pense de ce qui se passe quand on introduit du cannabis, un cannabinoïde exogène, autrement dit du cannabis fumé par exemple, dans le système, c'est qu'il vient prendre la place des endocannabinoïdes sur par exemple ces récepteurs CB1 et qui vient donc perturber ce système de régulation fine du fonctionnement de la synapse. Ce système de régulation fine, on pense qu'il est impliqué notamment dans les phénomènes de plasticité synaptique qui sont impliqués à l'adolescence. Alors c'est important puisqu'on a vu tout à l'heure que beaucoup d'usagers de cannabis sont des adolescents ou des jeunes adultes. Quel est l'impact du cannabis sur la santé ? Je passe rapidement sur les effets physiques du cannabis proprement dit. Pourtant, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire sur le poumon, il y aurait beaucoup à dire sur la sphère ORL. J'en reste là. Il est vrai que quand on interroge, par exemple, moi il m'arrive de passer dans des classes de lycéens, de discuter avec eux, quand on interroge des jeunes sur les effets du cannabis, tout de suite ils disent le cerveau. En tout cas, c'est une préoccupation majeure chez des jeunes. Voilà. Est-ce que ça a un impact sur le cerveau ?
Pour faire l'étude dont je vais vous parler tout à l'heure, nous avons lancé un appel à volontaires en population générale. Et il s'est passé quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On a eu, en 2 mois, on a eu 400 volontaires d'un coup. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus vers nous. Et moi, j'ai reçu tous ceux qui étaient éligibles à l'étude. Je les ai vus tous un par un. Il y en a énormément pour qui la question était d'abord une question de curiosité. Voilà, qu'est-ce qui se passe exactement quand je fume du cannabis régulièrement? Donc c'est une vraie question, en tout cas, qui préoccupe les populations. Alors, Wim van den Brink vous en a parlé tout à l'heure. Il a bien souligné le fait que ces effets n'étaient pas forcément durables, mais en tout cas qu'il y a effectivement des effets qui existent sur le QI. Alors, problème, le QI, qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure le QI exactement? C'est pas très clair, c'est pas très spécifique comme mesure. On a des mesures un peu plus spécifiques, les fonctions exécutives, les fonctions mnésiques aussi, les fonctions attentionnelles, qui montrent qu'on a des modifications au moins temporaires de ces fonctions-là lors de l'usage régulier de cannabis. Et puis, il y a effectivement la relation entre usage de cannabis et certaines pathologies mentales, avec toutes les prudences que l'on peut mettre là-dessus, mais enfin, il existe un certain nombre de travaux sur ce point. Le problème pour en revenir à l'impact cognitif en particulier, le problème de ces questions-là, c'est que c'est très parlant sur le plan clinique. Dans la vie de tous les jours, on voit ce que c'est la mémoire, on voit ce que c'est que d'avoir des problèmes de mémoire. En revanche, ça nous en dit parfois moins sur le fonctionnement du cerveau. Parce que la mémoire, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement intégrés, qui impliquent de très nombreuses aires cérébrales. Ce sont des circuits extrêmement vastes dans le cerveau. Autrement dit, qu'est-ce qu'on mesure exactement quand on mesure des problèmes de mémoire, ou qu'est-ce qu'on mesure, a fortiori, quand on mesure des problèmes d'attention? Ce n'est pas toujours simple de savoir exactement ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, mais si on repartait à zéro, et si on partait d'une fonction plus simple, autrement dit, à l'entrée du cerveau. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à la vision. Et c'est la raison pour laquelle nous développons un programme de connaissance de l'impact de l'usage régulier de cannabis sur la fonction visuelle. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est d'abord une fonction qui est très étudiée, qui est très connue. On a une très bonne connaissance des mécanismes fondamentaux de la vision depuis à peu près les années 50. Ça a donné lieu à de nombreux prix Nobel. Enfin, on connaît vraiment très très bien ça. Deuxièmement, c'est une fonction qui est facilement transposable de l'animal à l'homme, ce qui est déjà plus compliqué avec la mémoire et encore plus avec les processus attentionnels. Donc, la vision, là, ce n'est pas le problème. On peut très bien passer de l'animal à l'homme, c'est assez facile. Elle est très accessible aux explorations, je vous en reparlerai dans un instant, je vous montrerai pourquoi pour certaines fonctions visuelles. Et puis, on peut assez bien contrôler aussi les effets attentionnels, puisque, par exemple, lorsqu'on a des déficits attentionnels non spécifiques, lorsqu'on va mesurer une fonction cognitive, est-ce qu'on mesure l'effet de déficit attentionnel généraux non spécifiques, ou est-ce qu'on mesure vraiment ce qu'on veut mesurer? C'est toujours difficile à dire. Avec la vision, on a les moyens de contrôler ça, en tout cas sur un certain nombre de paradigmes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ça a été utilisé comme modèle d'étude dans certaines pathologies qui concernent le système nerveux central, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, comme la schizophrénie et les troubles psychotiques, et puis aussi dans l'usage de benzodiazépines, par exemple. Bien. Y a-t-il des arguments pour se dire, mais il pourrait y avoir un impact du cannabis sur la vision? L'avantage de la vision, c'est qu'on peut vraiment prendre le processus étape par étape. Je vais vous prendre juste quelques étapes ici. Dans la rétine, il y a des récepteurs CB1 et CB2. Le ligand naturel est présent dans la rétine. Et puis, lorsque on modifie le système endocannabinoïde, on obtient des modifications fonctionnelles du fonctionnement rétinien. Ça, c'est chez l'animal. Donc, oui, apparemment, le système endocannabinoïde est impliqué dans la vision au niveau rétinien. Au niveau du thalamus, qui est le relais suivant, c'est à peu près le même topo. Le système endocannabinoïde est présent, et si on perturbe son fonctionnement, il semble bien que ça ait des conséquences fonctionnelles chez l'animal. Que se passe-t-il au relais important suivant, dans le cortex visuel? Là aussi, le système endocannabinoïde est présent chez l'animal, et là aussi chez l'animal,
la perturbation de ce système endocannabinoïde provoque des perturbations fonctionnelles au niveau du cortex visuel. Alors qu'en est-il chez l'humain? C'est notre question fondamentale. Il y a quelques études et cas cliniques, quelques études vraiment purement cliniques qui montrent par exemple, de manière assez surprenante, une augmentation de la vision nocturne chez certaines catégories de patients. Bon, intéressant. Et puis on a des études expérimentales un peu disparates qui montrent des modifications de l'exploration visuelle chez des usagers de cannabis, une diminution des effets de profondeur visuelle ou encore des modifications du traitement visuel cortical. Mais le problème, c'est que ces études-là sont assez disparates et au fond assez peu systématiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place à Nancy et au travers d'un certain nombre de collaborations, un programme qui tente d'étudier de manière spécifique et systématique, le traitement visuel à différents stades, à différents points cruciaux chez l'être humain. Et donc nous étudions d'une part le traitement visuel rétinien, dont je vais vous reparler dans un instant, mais également la manière dont cette information rétinienne est transportée dans le cortex visuel, dans laquelle elle est encodée en termes de sensibilité spatiale et de sensibilité temporelle, qui sont les deux grandes dimensions importantes de la vision, et puis la manière aussi dont le signal visuel, une fois qu'il est encodé par le système visuel, est ensuite restitué en un percept cohérent au travers de visages. Alors, chez qui on fait ça? Nous, il nous a semblé important de cibler certaines populations, en particulier. Qui est-ce qui potentiellement est le plus concerné par d'éventuels problèmes vis-à-vis de l'usage du cannabis? Est-ce que c'est toute la population des usagers de cannabis? Nous sommes plutôt focalisés sur une population spécifique qui sont les usagers réguliers qu'on a définis, nous, au travers de plus de 7 joints par semaine, c'est-à-dire au moins 1 joint par jour. Et puis, nous comparons leurs performances à celles d'usagers réguliers de tabac, parce qu'en France, quand on a un usage de cannabis, eh bien, généralement, on a aussi un usage de tabac associé, donc il fallait vérifier ce facteur confondant. Et puis, c'est comparé, évidemment, à des volontaires non usagers de tabac ou de cannabis. Et puis, on a introduit aussi un groupe spécifique, un groupe contrôle de malades, c'est-à-dire de personnes souffrant de schizophrénie, puisqu'il existe certaines caractéristiques propres de perturbation du système visuel dans cette maladie. Alors, dans la deuxième partie de ce que je vais vous présenter, je veux vous parler de résultats préliminaires que nous avons à propos de l'impact de l'usage régulier de cannabis sur la rétine. Ce sont des travaux que nous avons élaborés à Nancy, notamment sous la coordination de Thomas Schwitzer. Ça peut paraître être une drôle d'idée quand même de s'intéresser à la rétine, j'ai commencé à vous dire pourquoi, mais fondamentalement, il ne faut pas oublier que la rétine, c'est une partie du système nerveux central, hein, c'est un morceau de cerveau qui est projeté en avant, d'un point de vue embryologique, pour être un peu simpliste, et donc qui obéit aussi à des règles de neurotransmission qui sont celles que l'on peut observer dans le cerveau, mais avec une limite, c'est qu'elle est beaucoup plus accessible aux mesures physiologiques, puisque quand on veut mesurer ce qui se passe, les courants électriques qui se passent dans le cerveau, par exemple, eh bien, on doit mesurer un signal qui a traversé auparavant tout un tas d'enveloppes, hein, des muscles, de l'os, etc. Donc on retrouve un tout petit signal, alors que eh bien, l'œil, c'est un morceau de cerveau qui sort, hein, en quelque sorte, qui sort par un trou, donc c'est relativement accessible à la mesure, comme je vous le montrerai dans un instant. Un tout petit rappel sur ce que c'est qu'une rétine. Voilà, une rétine, il y a 3 étages anatomiques. Alors là aussi, c'est pratique. On a 3 couches de neurones. C'est facile à modéliser. Une couche de photorécepteurs, okay, c'est les cônes et les bâtonnets. On se souvient bien de ça. Hein. Et puis, une couche intermédiaire, les cônes et les bâtonnets qui font synapse une première fois avec les cellules bipolaires. Et puis, une couche intégratrice qui sont les cellules ganglionnaires qui font elles-mêmes synapse avec les cellules bipolaires. Voilà, donc vraiment la couche d'entrée qui sont les photorécepteurs jusqu'à la couche intégratrice qui sont les cellules
ganglionnaire, avec deux systèmes fonctionnels qui fonctionnent en parallèle, un système photopique, sensible à la lumière ambiante, et puis un système scotopique, plutôt sensible à la lumière lorsqu'on est placé dans l'obscurité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'était intéressant de regarder le système endocannabinoïde dans la rétine. Je vous le redis, il y a des récepteurs CB1 et CB2 dans la rétine, il y a leurs ligands naturels qui sont également présents dans la rétine, notamment chez l'animal. Lorsqu'on applique des agonistes cannabinoïdes, eh bien, on a des modifications des courants ioniques dans les cellules bipolaires, dans les photorécepteurs et dans les cellules ganglionnaires. Et puis, lorsqu'on modifie les récepteurs CB1 ou CB2 de souris, eh bien, on a une modification fonctionnelle des courants électriques produits par la rétine. Comment est-ce qu'on mesure les courants électriques produits par la rétine, chez la souris comme chez l'homme? Eh bien, on utilise un électrorétinogramme sur exactement le même principe que l'électroencéphalogramme, sauf que dans un électrorétinogramme, le signal est de bien meilleure qualité. Donc, c'est simple, pour ça, il suffit de placer un petit capteur ici, à proximité de l'œil. Nous utilisons les capteurs les moins invasifs possibles. Ce sont des électrodes qui sont dites DTL, donc il suffit simplement de tirer la paupière ici, de présenter un tout petit fil qui est plus fin qu'un cheveu devant la paupière, et il va venir se coincer par capillarité tout seul entre la paupière et l'œil. C'est pas douloureux. Moi, je l'ai fait plusieurs fois pour étalonner la machine. Je peux vous dire que c'est pas douloureux. On cligne un peu des yeux au début, comme si on avait un cil dans l'œil, puis on oublie ça assez vite. C'est assez simple. C'est fixé de chaque côté par un petit autocollant. Et puis, donc, vous avez ça sur chaque œil. Et puis, vous êtes placé devant une machine comme celle-ci, qui envoie des signaux lumineux. Et donc, on peut mesurer, à l'aide de ces capteurs, comment l'œil transforme de la lumière en un courant électrique compréhensible par le cerveau. OK. Et donc, en fonction du type de signaux lumineux que vous envoyez, et en fonction de l'ambiance lumineuse dans laquelle vous êtes placé, eh bien, vous pouvez stimuler spécifiquement telle ou telle couche. Ici, par exemple, je vous ai mis le type de signal que l'on obtient lorsqu'on stimule spécifiquement les bâtonnets ici et les cônes de ce côté-là, et puis encore le type de signal que l'on obtient lorsque on stimule spécifiquement les cellules ganglionnaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter essentiellement des résultats sur les cellules ganglionnaires pour deux raisons précises. Parce que donc c'est une analyse intermédiaire que je vais vous présenter dans un instant, et donc pour une analyse intermédiaire, nous avons estimé que n'analyser que le signal dont le rapport signal sur bruit était le meilleur, et incontestablement le rapport signal sur bruit est le meilleur pour les cellules ganglionnaires. Pour obtenir ce type de signal, on applique 220 stimulations. Il y a 220 fois le même stimulus pour obtenir ce signal, ce qui donne un rapport signal sur bruit bien meilleur que pour les bâtonnets et les cônes, pour lesquels on applique respectivement 8 et 16 stimulations. Donc ça, c'est la première raison, c'est une raison purement statistique et mathématique. La deuxième raison est une raison plus théorique, c'est que les cellules ganglionnaires, en quelque sorte, c'est le résumé de ce qui se passe dans la rétine, c'est la couche intégratrice, et donc ça tombe plutôt bien de s'intéresser en priorité à ces cellules ganglionnaires. Voici la population que nous avons recrutée pour cette analyse intermédiaire. Nous avons recruté 28 usagers réguliers de cannabis qui avaient plus de 7 joints, une consommation de plus de 7 joints par semaine, et puis 24 volontaires non usagers. Vous avez ici les caractéristiques de la population. Vous voyez qu'ils avaient un âge moyen de 23 ans et demi chez les usagers de cannabis, donc quelque chose qui ressemble aux populations qu'on a habituellement. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? Voilà, ils avaient une moyenne de 7 ans d'usage de cannabis, et puis ils utilisaient en moyenne 20 joints par semaine. Donc on a vraiment, grosso modo, on est quasiment à 3 joints par jour, on est vraiment chez des gros usagers. Voilà. On assume que c'est une population spécifique. C'est pas le tout venant, c'est une population spécifique, c'est les plus gros usagers. Le déroulement de notre étude, le voici. Encore une fois, je ne vous présenterai pas
tous les résultats de l'étude, mais simplement ceux qui correspondent à cette partie. Vous voyez que dans un premier temps, ils étaient inclus, passaient un certain nombre d'échelles, notamment pour vérifier les facteurs confondants, et puis ils avaient des tests neuropsychologiques qui permettaient de mesurer leur capacité de mémoire, d'attention, de rapidité, l'électrorétinogramme, et puis dans une dernière partie, des potentiels évoqués visuels, donc cette fois-ci des mesures beaucoup plus classiques d'enregistrements corticaux dont je ne vous parlerai pas ici aujourd'hui. Vraiment, on va se concentrer sur l'électrorétinogramme. Méthode de mesure, je vous ai déjà décrit un peu le dispositif. On utilisait donc les fameuses électrodes DTL dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà le type de stimuli qu'on envoyait sur la machine. On ne l'a pas fait par hasard, on l'a fait parce que c'est un stimulus standard qui est validé internationalement par l'ICEV. Et donc vous avez ici les caractéristiques du stimulus qui respectent totalement le protocole ICEV validé internationalement. Nous avions donc 220 réponses par sujet qui étaient analysées et nous avons comparé par des tests T l'amplitude et la latence de l'onde N195, donc l'onde spécifiquement produite après stimulation des cellules ganglionnaires par ce type de stimuli. L'amplitude et la latence de l'onde N195, on avait placé le risque alpha à 2,5% parce que c'est une analyse intermédiaire. Et voici le premier résultat que j'ai à vous montrer. Donc vous avez bien compris, c'est une onde N195. Vraiment, ça se lit comme un potentiel évoqué si vous avez l'habitude de lire des études de neurosciences cognitives qui utilisent l'électroencéphalogramme. Il y a une latence, le temps que l'onde met à arriver, et une amplitude, c'est-à-dire la taille de l'onde. Voici les résultats qu'on obtenait en termes de latence, donc le temps que l'onde met à arriver. On obtenait un retard certain d'arrivée de cette onde N195 avec un retard d'environ 8 millisecondes entre les usagers de cannabis, ici marqués par un C, et puis les non-usagers de cannabis. Vous avez donc ici un retard de environ 8 millisecondes sur N95, elle met 95 millisecondes à se développer, ça fait quasiment 10%. On a quasiment un retard de 10% sur le développement de cette onde. Je vous ai mis ici la taille d'effet de cette différence. La différence est très significative, mais encore une fois, quand on a une différence significative, quelle est sa signification clinique après? Est-ce qu'au fond, ça a une importance clinique ou non? Des calculs comme les tailles d'effet de Cohen permettent de calculer ça. Si vous êtes familier avec ce type de calcul, vous savez qu'à une taille d'effet de 0,2, on a un effet faible. À 0,5, on a un effet moyen, et au-delà de 0,8, on a un effet fort. Donc là, on est à une taille d'effet de Cohen de 1,43. Nous avons fait un autre petit calcul, simplement. On a placé de manière un peu aléatoire un seuil de latence de 91 millisecondes. Si on place de manière fortuite ce seuil de 91 millisecondes, on arrive a posteriori à reclasser les sujets dans leur population initiale en aveugle avec une sensibilité de 79%, une spécificité de 75%. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on a trouvé un effet qui était assez fort sur les latences. Qu'est-ce qui se passe sur les amplitudes? Eh bien, pas du tout. Pas du tout d'effet. Vous voyez ici qu'on avait des amplitudes qui étaient relativement similaires pour la N95 entre les usagers de cannabis et les non-usagers de cannabis. Ok, donc en résumé, dans ces résultats préliminaires que je vous présente, nous avons un fort retard de latence des cellules ganglionnaires chez les usagers réguliers de cannabis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un retard de latence sans modification de l'amplitude? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Eh bien, il se trouve que oui, c'est quelque chose qu'on retrouve. On a beaucoup interrogé nos camarades ophtalmologues là-dessus, et c'est quelque chose qu'on retrouve en pathologie, par exemple, dans certaines rétinopathies, notamment la rétinopathie qui est liée à la sclérose en plaques. Vous avez des grades dans les rétinopathies, et généralement, les grades
faible de rétinopathie, vous avez des modifications de latence sans modification d'amplitude, et puis plus la rétinopathie se développe, plus vous avez des modifications d'amplitude. Donc c'est quelque chose que les ophtalmologues connaissent bien, c'est quelque chose qui est possible. Et il y a même une certaine logique, autrement dit. Ce retard de latence, il peut d'ores et déjà être interprété comme une modification de la neurotransmission rétinienne et a priori comme une modification de la neurotransmission glutamatergique rétinienne pour laquelle les cellules ganglionnaires sont particulièrement sensibles. Ceci dit, il faut être très très modeste avec les données. Je vous présente cette donnée-là, mais elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les questions en suspens auxquelles on va pouvoir répondre grâce au prolongement de l'étude COSAMAP, là je vous ai montré 24 et 28 sujets respectivement, mais on a considérablement augmenté notre recrutement depuis. Là j'ai fait passer le 120e sujet il y a quelques jours, donc on arrive vraiment à une étape supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe dans les autres couches rétiniennes ? Exactement. Est-ce que c'est présent avant? Est-ce que c'est présent dès les photorécepteurs? Ça, c'est une question à laquelle on va pouvoir répondre très prochainement. Est-ce que ce retard de neurotransmission, il est transmis au niveau cortical? Là aussi, c'est une question à laquelle on va pouvoir commencer à répondre grâce aux mesures de potentiel évoqués corticaux. Et puis surtout, une question certainement chère à Wim van den Brink, est-ce que c'est stable dans le temps? Eh bien ça, on n'en sait rien, voilà. Faut être clair, on n'en sait rien, et notre volonté, évidemment, c'est de pouvoir continuer à discuter avec toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette recherche, pour savoir si certains d'entre eux ont arrêté, eh bien, les reprendre 2 mois, 3 mois, 6 mois après, et voir si le retard de latence qu'on a observé est toujours présent ou pas. Quoi qu'il arrive d'ailleurs, qu'il soit présent ou qu'il ne le soit plus, c'est un résultat qui est important. Enfin, est-ce que ça a des conséquences fonctionnelles? Je ne suis pas en train de vous dire que le cannabis rend aveugle. Ce n'est pas mon propos. Ça, on le saurait depuis longtemps, si c'était le cas, je pense. Mon propos, c'est plutôt, à vrai dire, sur la question des conséquences fonctionnelles, parce que ce retard de latence a des conséquences dans la vie de tous les jours, je suis extrêmement prudent. Les personnes que nous avons rencontrées avaient très peu de plaintes visuelles. On leur a posé la question. Eux-mêmes avaient très peu de plaintes visuelles. Mais enfin, ça nécessitera d'autres études, et des études, des mesures solides, objectives, pour pouvoir effectivement dire oui, il y a une conséquence fonctionnelle, ou non, il n'y a pas de conséquence fonctionnelle. De toute façon, c'est pas comme ça qu'on l'a conçu. Nous, ce qui nous semblait important, c'était d'abord de développer un marqueur d'impact des consommations de cannabis sur le cerveau, et c'est comme ça d'abord qu'on l'a conçu. J'en finis pour vous dire, voilà, ce qui nous semble des enjeux importants lorsqu'on fait de la recherche sur l'usage de cannabis. Premièrement, continuer d'augmenter les connaissances sur le cannabis pour informer les populations, les rassurer et les informer des risques. Et puis deuxièmement, savoir comment identifier les personnes qui ont une fragilité potentielle, et on en a beaucoup parlé au cours de cette session, les personnes qui ont une fragilité potentielle, c'est-à-dire comment isoler ceux des gros usagers qui ont une fragilité potentielle, ceux qui éventuellement seraient plus à risque de psychose, puisqu'on a vu que si on applique le risque de psychose à l'ensemble d'une population, ça ne marche pas très bien, donc comment isoler ceux qui éventuellement seraient particulièrement à risque. Enfin, également, comment isoler ceux qui seront en difficulté dans leur consommation, par exemple vis-à-vis de la dépendance. Eh bien voilà ce qui nous paraît important. Je vous remercie de votre attention. Je voulais encore remercier tous les partenaires. Vous voyez que c'est très important, tous les partenaires qui ont participé à cette étude, et puis particulièrement vous présenter l'équipe nancéenne qui a participé au recrutement des patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci.